légalement, il n'y a pas de problème. L'article 49.3 est prévu par la Constitution, donc là, il n'y a rien à dire. De toute façon, ce projet serait de toute manière passé tôt ou tard, eu égard à la majorité qu'a le gouvernement à l'Assemblée. Oui, parce que les Français ont finalement l'impression qu'on joue, parce qu'on connaît l'aboutissement finalement. Légalement, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, on peut se poser des questions sur la légitimité, si vous voulez. Quand on voit que le gouvernement, ça fait des semaines qu'il fait preuve d'une impuissance absolument extraordinaire dans la gestion de la propagation du coronavirus, refusant de prendre les mesures de protection nécessaires. Les autres pays ne font pas mieux. Vous avez des pays qui ont rétabli des contrôles aux frontières, vous avez des pays qui ont confiné des zones, la Suisse par exemple, qui ont très tôt interdit les rassemblements. Là, le gouvernement court après les événements, il fait preuve d'une impéritie et d'une impuissance qui est extraordinaire. Et subitement, le gouvernement découvre une sorte, sur le tard, qu'il a d'attributs testiculaires qui lui permettent tout d'un coup de mettre en œuvre, en force, si vous voulez, le 49.3 pour faire passer une réforme qui est très impopulaire, qui est refusée par une majorité de Français. Donc, si vous voulez, c'est le contraste entre, d'un côté, la gestion pour le moins, aléatoire ou hasardeuse du coronavirus, et de l'autre côté, cette espèce de frénésie, de hardiesse subite pour faire passer une réforme que de toute façon les Français refusent. J'ajoute que la deuxième chose, si vous voulez, c'est que le contexte, on est quand même samedi après-midi, faire passer une réforme de cette ampleur par le 49.3 entre la poire et le fromage un week-end, si vous voulez, je crois que les Français apprécieront. Donc c'est une manœuvre effectivement qui est, à mon avis, indigne et qui fait penser, si vous voulez, que le gouvernement est toujours mobilisé dès lors qu'il s'agit de flouer la France et les Français, mais quand il s'agit de protéger la France et les Français, là, il n'y a plus personne. Oui, d'abord, je récuse catégoriquement l'idée que nous ne participerons pas au débat parlementaire. C'est pas vrai. D'abord, j'aimerais vous entendre, Madame la députée, vous étonner de la faible représentativité du Rassemblement national par rapport à son nombre de voix à l'Assemblée. Je veux dire, on a 6 députés, on a 11 millions de voix à l'élection présidentielle. Donc, le jour où une certaine dose de proportionnelle que vous avez promise, que le gouvernement a promis et sur lequel il semble s'être assis désormais, lorsqu'on aura une proportionnelle qui nous permettra d'avoir un groupe, qui nous permettra d'avoir des moyens de travailler, effectivement, là on pourra en reparler, mais ce genre de considération démocratique ne semble pas vous émouvoir. Et sur le Ménard qui est tout seul et présent. Ça c'est la première chose. La deuxième, j'entends et sur le contenu. Sur le contenu de la réforme, il faut que les Français sachent que cette réforme va les appauvrir. Vous voyez, au bout de plusieurs mois de discussion, la majorité des Français restent opposés à cette réforme. Alors je sais que les macronistes vont nous expliquer que les Français n'y comprennent rien et que eux sont dans des tours où ils comprennent les choses beaucoup mieux que tout le monde. Je crois que les Français sont suffisamment instinctifs et ils ont bien compris que cette réforme des retraites à points, exactement comme ça se passe ailleurs dans les pays qui l'ont fait passer, va les appauvrir. Parce que le mode de calcul des retraites, on en a déjà parlé 15 fois, le mode de calcul des retraites sur la totalité de la vie active et non pas sur les 25 années pour les gens du privé et les 6 derniers mois pour les gens du public hors prime, eh bien tout ça va engendrer une baisse des pensions. Donc les Français sont opposés à ça. Alors on s'intéresse, si vous voulez, à la superficie, à la façade de ce qui se passe à l'Assemblée. J'entendais parler les blocages, etc. Mais parce qu'effectivement, il y a effectivement des partis d'opposition qui estiment qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'agir. J'espère simplement, si vous voulez, que cette stratégie du 49.3 n'est pas le début d'un billard à plusieurs bandes, en corollaire avec le coronavirus, où on va interdire les rassemblements, les manifestations. Peut-être même qu'on va reporter les élections municipales. J'espère simplement que le gouvernement n'est pas en train de mettre en place une sorte de stratégie pour faire passer en force et éviter toute contestation à la fois à l'Assemblée et hors Assemblée. Moi, ça me pose problème, si vous voulez, parce que le pays fait quand même face à une menace sanitaire qui est colossale, que le gouvernement tire profit de cette situation d'alerte, d'alarme qui inquiète beaucoup les Français pour faire passer une réforme qui, par ailleurs, est rejetée encore une fois par les Français, relève tout simplement de l'indignité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est parfaitement légal, encore une fois, mais c'est illégitime. J'entendais Madame la députée qui disait Sandra Motin qui disait que les députés du Rassemblement national ne sont pas dans l'hémicycle. Il se trouve que les députés du Rassemblement national, la totalité des députés du Rassemblement national sont aussi candidats à des élections municipales, si vous voulez, dans leur circonscription, où ils sont très populaires, ce qui n'est pas le cas des représentants de la majorité qui sont très impopulaires. Donc c'est pour ça qu'ils sont réfugiés à l'Assemblée nationale. Bon, ça n'engage que vous, voilà, bien sûr,
évidemment. Non, ça engage beaucoup. Non, parce que vous parlez de popularité auprès des Français. Et les Français qui nous écoutent le savent. Et les Français qui nous écoutent nous savent à quel point les représentants de la majorité, d'ailleurs, ils sont tellement populaires qu'ils ne vont pas aux élections municipales dans la plupart du temps sous leur couleur. Ils adoptent des stratagèmes pour éviter de dire qu'ils appartiennent à la majorité. Ça, c'est un autre sujet. Donc, revenons au principal sujet. Le principal sujet, encore une fois, c'est que là, si vous voulez, la situation est quand même ubuesque. On a envie de dire c'est plus le Covid-19, c'est le Covid 49.3. C'est le résumé de la situation. Bon, celle-là, c'est ce qu'on appelle une punchline, quoi. J'en sais rien, c'est vous qui le dites. C'est un peu comme ça, qu'on dit. Alors, moi j'ai juste une question à poser à Madame la députée. Vous êtes convaincu que votre réforme est bonne, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes convaincu qu'il y va, ça va dans le sens de l'intérêt national et de l'intérêt des Français? Et je vous vois arriver gros comme une maison. Oui ou non? Oui, tout à fait. Alors pourquoi n'avoir pas le courage de faire un référendum? Parce que je crois aussi dans la représentativité de notre Assemblée nationale. D'accord, mais vous voyez... Parce que c'est mon mandat. D'accord. Et en plus, parce que très honnêtement, je crois que si on demandait aux Français, comme ça a été fait d'ailleurs dans un sondage début janvier, s'ils sont pour la suppression des régimes spéciaux, 72% des Français nous disent oui. Mais le problème, c'est que vous ne les avez pas supprimés, madame. Vous ne les avez pas supprimés. Bien sûr que si, nous l'avons voté. Non, ça s'appelle un régime particulier maintenant. Bien sûr que non. C'est les mêmes. Mais je comprends que vous ne sachiez pas de quoi vous parlez, puisque vous effleurez sans arrêt les choses. Non, je proteste. Concrètement, on pourrait poser la question aux Français sur de nombreux sujets qui sont dans cette réforme. Mais leur demander d'une fois, est-ce que vous êtes pour ou contre un nouveau système universel de retraite? En réalité, nous leur avons déjà posé la question 2 fois. Une première fois aux présidentielles, une deuxième fois aux législatives. Donc pour moi, les Français ont déjà répondu majoritairement oui, 2 fois. Quand vous parlez à un interlocuteur, vous ne prenez pas l'interlocuteur de haut en lui expliquant qu'il ne comprend rien. Si, parce que j'ai déjà eu droit, à chaque fois que je me trouve face à vos collègues, c'est une espèce de mort qui est vraiment insupportable, d'accord? Je suis au moins aussi diplômé que vous et au moins aussi compétent que vous. Voilà, donc on parle d'égal à égal, vous n'êtes pas sur les stratosphères et moi en bas, vous voyez? Donc on se parle, on se respecte. Moi je ne vous prends pas de haut, vous ne me prenez pas de haut. Je connais aussi bien le projet de réforme que vous, sinon mieux. D'ailleurs, du côté des Français, les Français sont plutôt d'accord avec nous que d'accord avec vous sur ce projet-là. Donc déjà, vous allez nous expliquer là tout de suite l'article 61 des transitions. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quant à ce que vous dites, mais il me semble que le traité sur la Constitution européenne, c'était un traité qui était beaucoup plus volumineux que la réforme des retraites. Et on a posé la question. Alors c'est vrai que ce qui a été fait de la réponse, évidemment, ça c'est absolument scandaleux. Mais sur un traité qui engageait énormément de réformes et de changements et de bouleversements dans l'Europe, on a fait un référendum avec êtes-vous d'accord, oui ou non? Je ne vois pas pourquoi sur la réforme des retraites, on ne peut pas poser la question aux Français.